Bonjour, bonjour à tous. Me voici de retour pour la vidéo 41. C'est-à-dire que on avait suspendu pendant quelques temps et puis j'ai repris, mais plus au rythme précédent, qui était un rythme hebdomadaire. Alors, je voudrais m'expliquer sur cette nouvelle façon de procéder. D'abord, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour parce que, effectivement, depuis un an, les choses ont changé. La situation est un peu nouvelle, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà dit que nous avions l'intention, et le nous, c'est moi, j'avais l'intention de procéder à un certain nombre de transformations, d'évolutions pour changer de braquet, pour que cette petite chaîne de réinformation devienne plus grande. Le départ très brusque de Sylvain Ferreira a encore un peu compliqué les choses. Alors, je vais quand même rappeler que depuis un an, l'essentiel du travail a reposé sur mes épaules. Mon partenaire préparait les émissions pour la communication, pour les informations militaires, mais tout ce qui relevait de l'organisation, des aspects techniques, des aspects administratifs, c'était moi qui suivais tout ça. La gestion de la cagnotte, comme je tiens à ce que ce soit très rigoureux et transparent, ça prenait du temps. Et donc, voilà, depuis un an, nous avons évolué parce que quand on regarde les vidéos du début, bon, effectivement, heureusement qu'on a fait des progrès, hein. C'était improvisé, c'était du bricolage, mais c'était tellement important à ce moment-là de contrer le délire propagandiste qui avait saisi les médias français, et pas seulement les médias, également un certain nombre d'intellectuels, les politiques, hein, la classe politique, qui s'était effectivement laissé aller à la facilité pour beaucoup et avait adopté les points de vue des Américains, s'était converti à l'atlantisme. J'en ai dit un petit mot dans un article récent à propos du Rassemblement national qui n'a même pas eu la reconnaissance du ventre, hein, qui avait été aidé par la Russie, semble-t-il. Moi, je ne connais pas les détails et ça m'intéresse, je dois le dire, assez peu. Ce que je sais simplement, c'est que le Rassemblement national s'était tourné vers la Russie parce que les organismes français se refusaient à financer, enfin, comme une banque le fait, hein, c'est-à-dire à prêter à un parti suivi par 42% des électeurs. Bien, ça, c'est la démocratie française. Toujours est-il que, et puis je pense qu'il y avait également des connivences, il y avait également des visions communes avec certains secteurs russes, et malgré ça, tout de suite après l'invasion russe de l'Ukraine, le Rassemblement national s'est strictement aligné sur les positions atlantistes. Ces jeunes loups ont été envoyés en première ligne. Je pense à M. Bardella, je pense à M. Jean-Philippe Tanguy, qui, les deux d'ailleurs, ont trouvé très intelligent, hein, lorsque on les accusait d'être influencés par les Russes, d'être poutinolâtres, d'être des relais de la propagande du Kremlin, ils ont trouvé très intelligent de demander et d'obtenir la création d'une commission parlementaire d'enquête sur les ingérences extérieures. Quiconque a regardé ces vidéos a vu le parti pris de M. Jean-Philippe Tanguy. Bardella n'était pas là, il est parlementaire européen. Mais M. Jean-Philippe Tanguy, lui, n'a souhaité, il était président, vous comprenez, il était président de la commission, ça fait chic d'être président. Eh bien, il a empêché, voire interdit qu'on s'exprime sur la principale ingérence dans notre pays, c'est l'ingérence américaine. Deux présidents de la République successifs qui sortent des Young Leaders, qui est une organisation financée par les États-Unis destinée à former les leaders de demain. Et lorsqu'on voit la place de ces Young Leaders en Europe, c'est effectivement assez impressionnant. Je ne prends que cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et donc, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail. Eh bien non, il ne fallait pas en parler. Hein, comme un jour, Jean-Philippe Tanguy, devant Régis Le Sommier, qui s'en inquiétait, disait: nous ne sommes pas là pour des règlements de compte. Donc, c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Alors, naturellement, le karma a fait son travail. Comme il l'avait trouvé chic d'être président, ce brave Jean-Philippe Tanguy, eh bien, il a négligé la rédaction du rapport, et le rapport est complètement, enfin je veux dire, critique, mensonger d'ailleurs en partie pour le Rassemblement national en général et pour Marine Le Pen en
particulier, Marine Le Pen, qui a dit « c'est un rapport très politique », sans blague. Sans blague, dans la sphère politique, en France, on ne fait pas de politique. Ben voyons. Hein. Alors, je parle de l'incident du Front National, évidemment, parce que effectivement, il a largué un certain nombre de ses positions, celle-là aussi, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Hein. Rappelons-nous Fabien Roussel traitant Vladimir Poutine, le président russe, d'ignoble Poutine. Je ne l'ai jamais entendu dire l'ignoble George Bush, l'ignoble Donald Rumsfeld, l'ignoble Obama, l'ignoble Joe Biden. Non, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Les 3 millions de morts au Moyen-Orient, les 32 millions de personnes déplacées, les bombardements sur Belgrade. Non, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'a jamais dit l'ignoble Madeleine Albright. Non, il n'y a qu'un ignoble sur la planète pour Monsieur Fabien Roussel, secrétaire, non, je ne sais plus comment on dit, enfin ça ne m'intéresse pas d'ailleurs, ça ne m'intéresse plus. Je ne sais plus comment on dit pour celui qui s'appelle le PCF. Hein. C'est ce qui est important, c'est de s'aligner sur l'atlantisme, sur les néocons qui dirigent les cinglés du sous-sol, qui dirigent actuellement, je dis bien actuellement, qui dirigent actuellement à Washington. Alors, nous avons fait ce travail. Dans un premier temps, il y avait deux axes. Le premier axe, c'était effectivement de contrer tous les menteurs, tous les falsificateurs, tous les propagandistes, tous les faux experts qui nous déversaient un narratif qui était directement inspiré par ce que racontait le gouvernement de Kiev, et Zelensky en particulier, et qui était ensuite nettoyé et relayé et également par les États-Unis. Donc, c'était cet alignement et sur une propagande, la plupart du temps, inepte, fausse, donnant une image du réel totalement contraire à la réalité, au réel justement. Donc ça, c'était le premier travail. Alors ça nous amenait bien évidemment à nous faire quelques petits plaisirs hein, à propos des acteurs que l'on voyait défiler sur les plateaux. Alors il y avait bien sûr l'ineffable Michel Goya, surnommé Goyafi, qui nous annonce maintenant depuis 1 an et demi que les Russes n'ont plus de munitions. Il y avait Yakovlev qui dit en général absolument n'importe quoi d'une façon très ironique et très déplaisante. Il y avait le pauvre Pierre Servan, surnommé le sergent Garcia. Il y avait les deux journalistes qui n'ont rien à faire avec une carte de presse, que sont monsieur Darius Rochebin et monsieur David Pujadas, sachant que LCI était le pôle hein, de la pire désinformation dans ce pays. D'ailleurs, on les voit, un de nos spectateurs a fait une caricature il l'avait fait, je ne sais plus où je l'ai récupérée, en espérant qu'elle vienne et qu'elle soit éventuellement utilisée sur le générique. Et ben, sans qu'on se concerte, ça a été le cas. Ceux qui ont regardé le générique ou qui le regardent attentivement verront un petit peu la brochette. Il y avait aussi les bellicistes. Il y avait aussi les bellicistes qui passent leur temps à dire aux armes, armons-nous, il faut aller tuer du russe, etc., les BHL, les Glucksmann. Hein. On va en dire un petit mot à propos de la contre-offensive ukrainienne. Ceux-là qui, pour le compte des États-Unis dont ils sont les agents, passent leur temps hein, à pousser à la guerre par procuration, à la guerre par proxy que mènent les malheureux Ukrainiens contre la Russie. C'est quelque chose que les deux personnages que j'ai cités, mais il y en a bien d'autres, hein, les néocons qui sont en général appointés par des think tanks américains qui viennent dire, et depuis très longtemps, il faut absolument se débarrasser de la Russie, démanteler la Russie, obtenir le départ de Poutine, qui naturellement hein, est le méchant Poutine. Un méchant Poutine qui ne peut faire que des vilaines choses. Hein. C'est le chef d'État d'un pays étranger, d'une des premières puissances du monde, mais il est méchant. Hein. Donc moi, personnellement, je ne vote pas Vladimir Poutine, c'est pas mon président. Hélas, le mien, pour l'instant, c'est Emmanuel Macron. Hein. Mais cette façon de présenter les choses est tout à fait ridicule. Alors, bien évidemment, il y avait un côté un petit peu défouloir, je le reconnais, hein, mais c'était comme ça. Alors, le deuxième aspect, ça c'était le premier, la réinformation par disqualification des tenants du narratif mensonger, et le deuxième axe, c'était l'information militaire. C'était extrêmement important parce que c'était une guerre nouvelle qui a eu plusieurs phases, On a suffisamment parlé de la première, hein, qui aurait dû aboutir à une négociation
qui a été sabotée par les Occidentaux. Ensuite, il y a eu 2 itérations de l'armée ukrainienne, totalement soutenue, formée, encadrée, équipée par l'Occident. Cette armée ukrainienne qui a subi plusieurs défaites, qui a eu des succès tactiques, le succès de Kharkov, où les Russes, qui étaient totalement sous-équipés, enfin en hommes à ce moment-là, ont évacué une partie importante ou relativement importante du territoire qu'ils occupaient pour retourner vers la frontière, et l'affaire de Kherson, où les Russes, pour des raisons tactiques, ont évacué et traversé le Dniepr dans l'autre sens, et naturellement, comment dire, les agités ont salué une formidable victoire. Je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Titelman, vous savez, c'est le spécialiste des cagnottes pour les néo-nazis français qui vont combattre en Ukraine et qui revendiquent avoir exécuté des prisonniers russes. Donc, mais qui a dit que les Russes avaient laissé 50 000 hommes et tout leur matériel de l'autre côté. N'importe qui connaît un petit peu la chose militaire, et je pense à Hervé Carès avec qui j'en ai parlé, dit un des tournants de la guerre, c'est ce retrait en bon ordre, hein, qui est un exploit logistique, technique, militaire. Donc effectivement, moi, je n'ai pas les compétences qui me permettent de l'apprécier, mais en fait de victoire ukrainienne, c'était plutôt la capacité de l'armée russe à s'installer dans une autre configuration. Il y a eu la bataille de Bakhmut, hein, le hachoir à viande, et maintenant, on est confronté à la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis si longtemps, et dont on pense qu'elle a commencé il y a maintenant quelques jours. Alors, dans la façon d'aborder les choses, bien évidemment, je sollicite votre indulgence, hein. Je suis aujourd'hui en train de réorganiser ça, ça pèse sur mes épaules. J'ai d'autres activités, vous le savez. Donc, je vous demande votre soutien et votre indulgence. Et à propos de soutien, j'ai beaucoup parlé de la cagnotte, hein. Vous pouvez toujours continuer, c'est utile, c'est précieux, et surtout sur le plan technique. Et dès lors qu'on est confronté à la nécessité de maîtriser un certain nombre de choses, c'est très souvent le cauchemar. Là, avant de commencer cet enregistrement, j'ai eu des soucis avec monsieur Microsoft qui tout d'un coup m'a demandé plein de choses, plein de détails pour pouvoir continuer à m'envoyer mes emails. J'avais toujours le bon mot de passe, mais non, c'était pas suffisant. J'ai eu enfin la fibre. Je me suis équipé grâce à Elon Musk, grâce à Starlink, c'était un bon début, puis j'ai eu la fibre. Alors la fibre, c'est formidable, hein, c'est-à-dire qu'en upload, en montée, j'ai des débits importants de l'ordre de 700 mégas, ce qui fait qu'on peut mettre une vidéo sur YouTube en 5-10 minutes. Le problème, c'est que tous les 2 ou 3 jours, elle est débranchée. Je suis à la campagne, elle est débranchée parce qu'au village, il y a une armoire qui est ouverte à tous les vents. Donc, c'est les disputes entre les différents opérateurs qui débranchent, qui rebranchent. Donc, bon, il y a de quoi piquer de temps en temps des crises de nerfs. Et puis, bon, bien sûr, il faut faire ces vidéos. Alors, après cette introduction, nous aurons un entretien avec Jacques Sapir, où on parlera aussi de la situation militaire, mais bien évidemment aussi et surtout de la situation économique. Jacques Sapir, outre ses compétences, est à un poste d'observation assez exceptionnel, hein. Il a mis fin à notre entretien, ce qui était prévu tout à fait, hein, parce qu'il avait d'autres engagements à haut niveau, de part et d'autre d'ailleurs, hein, de l'actuelle ligne de la guerre froide, la nouvelle guerre froide. Le problème, et vous le verrez, c'est que, et cette fois-ci, je ne vais pas commettre la bêtise de dire qu'il est parti en vacances ou il est parti en vacances et s'il est en famille, parce que la dernière fois, ça m'a provoqué pas mal de petits soucis. Alors, il était peut-être en vacances, en tout cas, sa liaison Internet n'était pas de très bonne qualité, elle n'est pas formidable. On l'entend suffisamment, hein, et c'est suffisamment important pour y être attentif. Alors, avant de vous quitter et de vous inviter à regarder cette vidéo-là, je voudrais parler un petit peu de la situation
de la situation de la contre-offensive ukrainienne. On en a parlé jeudi dernier, mais c'est au tout début. Les choses commencent à se décanter. On recommencera la semaine prochaine parce que je pense que on commence à entrevoir les conséquences et les résultats de cette contre-offensive. Il faut commencer à réfléchir à ce qui va se passer après, militairement bien sûr, mais aussi politiquement. Alors, avant de commencer à en parler, je vais vous passer une petite vidéo qui est très significative. Elle est petite, hein, mais qui montre un petit peu une des caractéristiques de ce qui vient de se produire, c'est-à-dire la façon dont le matériel occidental s'est trouvé confronté à la riposte russe avec des résultats assez spectaculaires. Voilà, c'est très court, hein, et ensuite, je voudrais m'inspirer et utiliser un article très important et très intéressant. Alors, voilà, hein, les Challenger, les Léopards, bon, moi je sais pas faire le tri les véhicules blindés, bon, je n'ai pas cette compétence. Je crois que Jacques Sapir là, mais enfin bon, on parlera pas de ça. Moi je ne l'ai pas, mais c'est effectivement assez spectaculaire. Alors, la source dont je voudrais vous faire part concernant cette contre-offensive et ce qu'on peut en penser, c'est un article d'un parlementaire suédois, ancien militaire d'active, ancien officier d'active, Michael Waltersson, il s'appelle, et il est aujourd'hui, dans le cadre de ses responsabilités parlementaires et politiques, il est chargé des questions de défense. Et voilà ce qu'il dit. D'abord, comment titre-t-il son article? Le titre, c'est Kursk 2.0. Alors, au mois de juillet, on va fêter le 80, commémorer, pas fêter, commémorer le 80e anniversaire de l'opération Citadelle, qui était la dernière offensive allemande sur le front de l'Est, qui a été menée sous, bien évidemment, la direction d'Adolf Hitler, et les Russes avaient préparé la défense, considérant que plutôt que de lancer une offensive d'été, il fallait laisser les Allemands attaquer et leur faire un coup de revers. D'où une préparation assez extraordinaire du saillant de Kursk. Et cette offensive a échoué et elle a permis aux Soviétiques de lancer une contre-offensive qui a été dévastatrice. Dévastatrice. Et donc, là, on est en plein dans la commémoration de cette bataille qui est probablement aussi importante, sinon plus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont importantes. Il y a Stalingrad parce qu'elle est symbolique et c'est la première capitulation d'une armée allemande, hein, à ce moment-là. Il y a ensuite Kursk, bien sûr, qui est la fin des capacités offensives de l'Allemagne, et il y aura Bagration, qui est un exploit militaire extraordinaire, hein, qui, le 22 juin 1944, hein, les Soviétiques avaient tenu à la démarrer au 4e anniversaire de l'invasion de Barbarossa, hein, et c'est une offensive qui leur a permis de gagner 600 kilomètres et de détruire le groupe d'armées centre qui était un des fers de lance de l'armée allemande à l'Est. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce brave monsieur Balterson, qui titre son article de cette façon-là, ce qui n'est guère encourageant. Alors, moi, je vais le citer parce que, enfin, quelques extraits. Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez le trouver facilement, son article. Je crois même qu'il est sur Twitter, hein, assez long, un thread, je ne sais plus comment on dit. Hein, et donc, voilà. Alors, il nous dit la chose suivante. De durs combats se poursuivent, c'était il y a 2 jours, le long du front de Zaporizhzhia, mais sans percée ukrainienne. Parfois, l'armée ukrainienne fait de petits gains, pardon, puis l'armée russe reprend les territoires perdus. Mais tous les combats se déroulent toujours dans la zone grise devant les principales lignes de défense russes. On trouve sur Internet les cartes des lignes de défense russes, c'est impressionnant, hein, mais le Suédois, qui n'a aucune sympathie poutinolâtre, hein, soyons sérieux, eh bien, nous dit
toutes les batailles se déroulent dans la zone grise avant la première ligne de défense. Il y en a 3 et peut-être 4. Ensuite, mais les Ukrainiens n'ont toujours pas atteint la colonie de Robotino et ils mènent une bataille difficile en terrain découvert à travers les champs de mines russes et pourraient devoir se replier une deuxième fois sur leur position d'origine. Les forces ukrainiennes ne semblent pas avoir déminé avant l'attaque. Ils le font avec quelques véhicules de déminage lorsqu'ils attaquent et derrière eux, les blindés ukrainiens avancent dans une colonne qui est une cible facile pour les actifs russes. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont pas pu déminer, donc ils déminent un peu, dans ce qui leur permet d'avoir un couloir. Et là, le couloir, il est exposé au bombardement de l'artillerie russe, dont il faut rappeler que l'artillerie russe est supérieure en valeur 10 de l'artillerie ukrainienne. Pardon. Donc, c'est un déséquilibre tout à fait considérable. Les Russes, donc, attendent que les Ukrainiens avancent et là, utilisent ce qui fait leur force tout à fait considérable. Alors, considération générale de M. Walterson, avant une offensive, le côté attaquant doit s'assurer de la supériorité aérienne et de l'artillerie afin de pouvoir protéger ses opérations de déminage et ses concentrations de troupes, et en même temps détruire les structures de commandement et les centres logistiques des défenseurs. Enfin, lorsqu'ils attaquent, leur supériorité aérienne et d'artillerie peut être utilisée pour blesser gravement et ralentir les réserves ennemies afin d'assurer des percées. Cela devient encore plus important si l'ennemi dispose de grandes réserves et d'une défense en profondeur. Le diagnostic est un petit peu glaçant, comme on dit aujourd'hui, pour les Ukrainiens, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, lorsqu'on fait une offensive de cette nature, une supériorité aérienne. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de supériorité aérienne, elle n'est même pas disputée. La supériorité aérienne ukrainienne, c'est ridicule. Il n'y a qu'un système aérien sur le champ de bataille, c'est le système russe. Supériorité d'artillerie, nous dit l'auteur, eh bien, il n'y en a pas. Donc, cette façon de présenter les conditions de réussite d'une offensive démontre bien que celle-ci ne peut pas aboutir et est probablement vouée à l'échec. Alors, après ce diagnostic, il parle de la situation. Sur le front de Zaporijia, la situation est à l'opposé. Les forces ukrainiennes n'ont donc pas beaucoup de choix pour agir. Une méthode consiste à réaliser une surprise stratégique, comme lors de l'offensive de Kharkov l'automne dernier. Cette option n'existe pas sur le front de Zaporijia. En général, je dirais qu'une attaque contre un ennemi qui a tous les avantages, comme l'armée russe, est suicidaire. C'est-à-dire que pour ce spécialiste suédois, l'attaque telle qu'elle est menée par les forces ukrainiennes est suicidaire. Donc, là, il élargit son propos. La seule façon dont les commandants ukrainiens et occidentaux, évidemment, tout ça se passe bien évidemment dans les états-majors occidentaux et français d'ailleurs. Hein, je pense que M. Burkhardt, le chef d'état-major de l'armée française, hein, honoré de son amitié avec Zaloujny, hein, doit être lui aussi à la manœuvre. À mon avis, il aurait autre chose à faire. Donc, la seule façon dont les commandants ukrainiens et occidentaux auraient même pu envisager qu'une telle offensive puisse réussir était si, nouvelle exposée sur les conditions de réussite d'une offensive, les armes occidentales étaient bien supérieures aux armes russes. Bon, eh bien, écoutez, désolé, mais ce n'est pas le cas. Sur le plan de l'armement classique, les Russes sont largement devant les Occidentaux. Deuxièmement, les soldats occidentaux entraînés bien supérieurs aux soldats russes. Les malheureux Ukrainiens sont entraînés sur la base de méthodes différentes, en Angleterre, en Allemagne, par les Américains. Hein, donc, la supériorité et l'homogénéité de ces troupes ne parlent pas de leur courage. Hein, elle n'est pas évidente. Dernier point enfin, il faut que le moral des Russes ait été lamentable. Eh bien ça, comme d'habitude, la russophobie, cette espèce de racisme spontané, cette certitude que le monde est comme l'occidental le voit avec ses yeux, a
permis de faire une erreur totale. Quiconque se préoccupe un peu de ce qui se passe en Russie, quiconque, y compris, on a d'anciens diplomates américains, on a des spécialistes même français qui disent, mais attendez, il ne faut pas vous faire d'illusions sur l'état d'esprit en Russie aujourd'hui. Tous les sondages des organismes indépendants disent bien que Vladimir Poutine, pour cette guerre, est soutenu par 80% de sa population. Donc, le moral des Russes, il est élevé. Et sinon, très élevé, puisqu'ils considèrent que c'est un combat existentiel et qu'ils luttent eux aussi pour leur patrie. Alors, donc, pour terminer, et je vais avoir terminé aussi, notre spécialiste suédois nous dit, pour résumer le résultat le plus probable de l'offensive ukrainienne et des gains territoriaux, à un coût épouvantable, des gains territoriaux mineurs, à un coût épouvantable. Et il conclut, en reprenant son titre, comme je l'ai déjà dit, on est devant ce qui sera probablement un Kursk 2.0, c'est-à-dire une défaite dans la contre-offensive avec une possibilité, sinon une probabilité, d'une contre-offensive russe qui sera, elle, terriblement coûteuse pour l'Ukraine. Donc, je ne sais pas si elle aura lieu, je ne sais pas ce que les Russes souhaitent. Hervé Carès nous a dit la semaine dernière qu'il n'y avait rien qui transpirait de chez eux, la Maskirovska, ça existe. On ne sait pas du tout quelles sont leurs intentions, mais de toute façon, ils font de l'art opératif. Ils font de l'art opératif. Je regrette que Sylvain Ferreira ne nous ait pas fait sa conférence, mais vous pouvez vous référer au livre de Benoît Bihan sur le sujet. L'art opératif, c'est effectivement l'organisation permettant de mettre les opérations au service des objectifs politiques, des objectifs stratégiques politiques, la guerre étant la politique continuée par d'autres moyens, comme le disait Clausewitz. Je ne sais pas si Sun Tzu l'a dit, je ne sais pas. De toute façon, je vais essayer de savoir ce que pensent les Chinois d'aujourd'hui, parce qu'il y a un des grands généraux, je me demande s'il n'est pas toujours chef d'état-major de l'armée chinoise, qui a écrit un livre qui s'appelle La guerre hors limite. Il y avait eu un article dans la revue Conflit, et j'ai commandé le livre. J'ai un peu envie de savoir ce que nous racontent les Chinois, ce que racontent les Soviétiques, les Russes, toute l'histoire de l'art militaire russe. Oui, je pense le connaître assez bien, grâce d'ailleurs à tous ces livres publiés chez Perrin, publiés par Jean Lopez. Donc, ce que pensent les Chinois sera probablement également quelque chose d'intéressant. Alors voilà, cette malheureuse contre-offensive ukrainienne, je ne parlerai pas de l'histoire du barrage, je pense que c'est quelque chose de différent. Ça permet bien évidemment de faire une opération de diversion, ça permet d'éviter de trop parler des catastrophes liées à cette contre-offensive. En tout cas, nous verrons cela dans les jours et les semaines qui viennent. Je pense que l'été va être difficile. Il va être difficile pour l'Occident, pour l'OTAN, pour les pauvres Ukrainiens évidemment, pour l'Occident parce que n'oubliez pas qu'il y a au mois d'août la réunion des BRICS, avec la salle d'attente qui est pleine, qui va probablement aboutir à l'intégration d'un certain nombre d'autres pays. Il y a toujours l'évolution rapide des problèmes monétaires, la dédollarisation du monde. Il y a les problèmes qui existent aux États-Unis, qui s'aggravent. Il y a la question de la lutte contre l'inflation en France et la situation sociale qui fait que nous sommes dans une situation qui risque d'être vraiment très problématique l'hiver prochain, y compris sur les questions de l'énergie. Donc voilà, eh bien, on va essayer de continuer à accompagner ce qui ressemble un peu à un chaos, mais qui est peut-être la réorganisation du monde après la domination occidentale qui fut fort longue. Voilà, alors, je passe la parole à Jacques Sapir et je vous dis à très bientôt. Ok.
C'est parti. Ah, Bonjour, bonjour à tous. Nous voici de nouveau réunis et avec Jacques Sapir qui nous avait déjà fait l'amitié de venir il y a déjà pas mal de temps, hein, plusieurs semaines, si ce tout n'est à fait. plusieurs mois, pour nous parler un petit peu et faire de la réinformation, ce qui est notre objectif, pour nous parler un petit peu de la situation économique de la Russie après les sanctions et des raisons de l'échec qu'on pouvait constater dès ce moment-là, les raisons de l'échec de cette guerre des sanctions dont l'Occident avait pensé qu'elle marcherait, ces sanctions, comme l'ineffable Bruno Le Maire, qu'on va citer à chaque fois, qui gardera cette formule glorieuse jusqu'à la fin de sa carrière. Alors, j'invite les spectateurs, à lire l'article de Jacques Sapir, qui est paru ou doit paraître dans une revue russe, je crois, hein, et Oui, tout à fait. qui a été. Paraîtra dans la revue russe Economic and Social Times. C'est une revue bilingue, hein, russe et anglais, et ça paraîtra probablement fin septembre de cette année. Alors, elle est publiée par le site de notre ami Olivier Berruyer, Les Crises. Hein, donc, vous aurez la primeur avec cette capacité qu'a Jacques, à chaque fois, hein, l'homme des chiffres, hein, il appréhende la réalité avec des chiffres, avec des courbes, hein, et il raconte le réel de façon limpide. Donc, allez-y. C'est un petit peu à partir de cette lecture que je lui ai préparé quelques questions. Alors, je voudrais que on partage en deux. D'abord une partie plus économique et puis qu'on parle un peu du militaire, parce que je pense que l'économie militaire, c'est important. Et dans la partie économique, qu'on revienne, s'il en est d'accord toujours, hein, qu'on revienne sur la situation de la Russie aujourd'hui, les caractéristiques de ce qui semble être une réussite et les conséquences pour l'Occident. Alors j'ai lu sur des sites une expression qui fait florès maintenant. À chaque fois qu'on dit Occident, on met quelque chose après. Alors, c'était l'Occident collectif, et maintenant, j'ai vu l'Occident sédatif, l'Occident compulsif. Systématiquement, on rajoute un adjectif de cette nature, ce qui effectivement a un effet assez amusant. Donc, conséquence de toute cette évolution sur la situation économique de l'Occident dont certains annoncent le déclin. Il ne faut pas dire la décadence parce que ça fait réactionnaire. Alors, je te laisse démarrer, bien évidemment, et j'aurai des questions, bien sûr, à te poser sur justement la Alors, situation de la oui, Russie. oui. Alors, la Russie va plutôt bien actuellement. On voit que la production est en train d'accélérer, que ce soit dans l'industrie, mais aussi dans la construction et dans l'agriculture. Les derniers chiffres qui viennent tout juste d'être publiés par le ministère du Développement économique indiquent du mois d'avril 2023 au mois d'avril 2022 une hausse de production, une hausse du PIB plus précisément de 3,3%. Et compte tenu de l'accroissement des qui sont au travail, si tu veux, les Russes, cette définition assez particulière, c'est non pas les gens employés, mais les gens qui sont au travail. Bon. Euh, le nombre de gens qui sont au travail a augmenté de pratiquement 1 million. 1 million, c'est pas rien, même si c'est sur une population de 72 millions de gens au travail. Mais, ils ont 1 million, passé grosso modo de 71,7 à 72,7 en un an. Et ce qui montre que l'économie russe est en réalité en expansion. Alors, elle continue de ressentir les effets des sanctions. J'ai jamais dit que les sanctions n'avaient pas eu d'effet. Bien sûr. Elles ont eu un effet, elles continuent d'avoir un effet, mais même si cet effet est en train de s'amenuiser de jour en jour, mais elles ont eu un effet en particulier au mois de mai et au mois de juin dernier. Et on voit bien que cet effet joue essentiellement sur la productivité du travail qui avait baissé de 7% au moment, je dirais, où les sanctions ont eu le plus d'impact, grosso modo entre mai et début juin. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'un impact de
environ 4,5%. Donc, la Russie est en train de digérer l'effet des sanctions. Elle a compensé l'impact sur la productivité par un recrutement supplémentaire de travailleurs, ce qui va d'ailleurs poser problème d'ici 1 an et demi ou 2 ans, parce qu'ils vont épuiser leur force de travail et ils vont devoir avoir recours à une immigration relativement importante. Mais concrètement, ça veut dire que l'économie russe aujourd'hui est repartie en croissance. Et alors, cette croissance, on peut l'estimer entre 1,5 et 2,7%. Alors, c'est des hypothèses. Hein. Bon, la fourchette d'estimation est assez ouverte, mais c'est lié en fait aux courbes d'accroissement de la population en travail. Et mes collègues de l'Institut de prévision économique, eux, chiffrent ça à 2,4%, ce qui n'est pas loin du maximum auquel j'arrive moi aussi. Concrètement, ça veut dire que l'économie russe aura non seulement digéré l'impact des sanctions au quatrième trimestre de cette année, mais à la fin du quatrième trimestre, elle aura même par rapport à 2021. Bon. Alors, c'est un point important parce que beaucoup de gens ont compris, des collègues russes, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas simplement une vision occidentale, hein. C'était une vision qui était quand même assez largement partagée. Beaucoup de gens, au mois de mai de 2022, pensaient que le choc des sanctions serait un choc durable et que la Russie mettrait 4 à 5 ans à retrouver son niveau de 2021. Or, on voit qu'il n'en est rien. Et je pense que la principale raison de cela, c'est que la Russie a récupéré son flux d'importation, en particulier de produits stratégiques, beaucoup plus rapidement que l'on avait pu craindre. Et ça nous fait évidemment la transition avec la question, je dirais, du contexte international et de en quoi le contexte international a changé. Ce qui a été minimisé ou en tous les cas sous-estimé par les Occidentaux, c'est deux choses. D'abord, la résilience elle-même de l'économie russe, ça c'est évident, ça a même surpris certains de mes collègues russes, mais aussi la capacité de la Russie de s'appuyer sur d'autres pays. Alors, certains de ces pays la soutiennent ouvertement, comme par exemple la Chine. D'autres pays se déclarent neutres dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, comme l'Inde, continuent de commercer avec la Russie. Et il n'y a pas que l'Inde, il y a la Malaisie, gros producteur de puces électroniques, il y a l'Indonésie, etc. Donc, on voit que l'échec est donc double. D'une part, sous-estimation de la résilience de l'économie russe et aussi sous-estimation des liens internationaux qu'avait tissé la Russie et qui aujourd'hui se révèlent dans toute leur ampleur et montrent qu'en réalité, la Russie a bien un rôle international tout à fait important et n'est pas ce pays isolé que l'on veut décrire. Alors, j'ai une première observation. Cette stratégie de sanction, stratégie brutale, très importante, a raté. Elle a raté. Quand on voit ce qui s'est passé à la fin de 2021, le refus de la discussion proposée par les Russes, le refus, alors on pouvait refuser, mais il y a eu un refus formellement, je dirais, quasiment désinvolte. Il y avait des choses qui étaient en préparation, on pense à l'offensive dans le Donbass, etc. C'est-à-dire que je m'étonne de deux choses. Un, que les planificateurs occidentaux et américains en particulier n'aient pas imaginé que les Russes allaient déclencher l'opération militaire spéciale. Et deuxièmement, qu'il n'ait pas intégré l'idée que cette guerre des sanctions
allait être inefficace. Enfin, je veux dire, c'est quand même leur boulot de prévoir, hein, c'est quand même leur boulot. Donc, ça, c'est une observation qui n'est pas à l'avantage des intelligences de ces dirigeants. La deuxième observation que je fais, je me rappelle de ce que tu avais dit lors du premier entretien, quand tu avais dit, mais c'est assez étonnant la rapidité avec laquelle la Russie s'est réindustrialisée, parce que c'est clair qu'ils se sont préparés, eux, hein. Ils ne devaient pas se faire beaucoup d'illusions sur l'application des accords de Minsk, hein. Ils n'ont pas attendu les aveux de Merkel et de Hollande, hein. Et donc, ils se sont préparés. Mais et là, c'est une deuxième observation, si je comprends bien ce qui se passe, et ce que tu viens de dire d'ailleurs, c'est que ils se sont réorganisés, ce qui fait qu'une partie de ce qu'ils importaient est aujourd'hui produit en interne, c'est cette réindustrialisation que tu as pointée, et ensuite, bah, ils se sont trouvés des nouveaux débouchés, ils ont des clients beaucoup plus fiables, hein, qui ne vont pas sortir toutes leurs commandes de sanctions à la première occasion. Donc, c'est quand même d'abord la démonstration qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont planifié ce qui est en train de se passer, me semble-t-il, hein, était mieux placé que moi pour le savoir et pour le dire, et ensuite que en face, les gens ont été d'un aveuglement. Alors, on ne va pas revenir encore une nouvelle fois, encore qu'on se fait un petit plaisir sur Bruno Le Maire, hein, qui doit même pas savoir où se trouve Moscou. Mais comment ont-ils pu à ce point se tromper? Moi, je me rappelle d'un débat que j'avais eu sur Sud Radio avec un ancien parlementaire socialiste d'une certaine importance, Alexis Bachelet, et son coup de cœur, c'était l'effondrement de l'armée russe. Ah, j'ai dit, bon, dans le débat, j'ai dit, ah bon, c'est bien. Oui, oui, mais comme l'économie, oui, oui, elle s'effondre aussi, l'économie. L'organisatrice du débat s'est débrouillée pour ne plus jamais nous inviter tous les deux. Ça s'était très bien passé, hein, presque amicalement. Mais je veux dire, voilà, des gens qui étaient ministrables, quoi, chez nous. Alors, bon, c'est pas nécessairement le bon critère, hein. Mais donc, voilà, ma question, c'est comment se fait-il qu'il y ait eu, d'un côté, des gens qui aient travaillé, qui se soient organisés, hein, et qui aient trouvé le moyen peut-être de profiter des sanctions, là je te pose la question, hein, et justement pour faire ça, et l'aveuglement de ceux qui voulaient leur faire la guerre. Alors, je crois que les Russes ont pris conscience en 2015-2016, parce qu'ils ont déjà été à cette époque-là touchés par des mesures de coercition économique, qui est un terme que en fait, je préfère au terme de sanction, hein. C'est un terme qui dit plus les choses telles qu'elles sont. C'est de la coercition économique. Bon, ils ont compris à ce moment-là que les pays de l'Occident collectif, comme on l'appelle maintenant à Moscou, mais c'est en réalité les pays et globalement les pays de l'OTAN, que ces pays n'hésiteraient pas, le cas échéant, à prendre des sanctions importantes. Et ils ont tout d'abord cherché à minimiser ces sanctions sur le plan financier. Euh, c'est tout mis en place du marché du yuan converti qui a été ouvert à Moscou à partir du début de 2016. Bon, il y a toute une série de mesures, je dirais, financières qui ont été prises. Et puis, ils ont commencé à lancer un programme de substitution aux importations. Alors, là-dessus, il faut comprendre que la substitution aux importations est quelque chose qui se fait dans l'immédiat. Par exemple, on voit que les effets de cette substitution commencent à peine à se faire sentir aujourd'hui dans l'industrie automobile russe. Et c'est tout à fait évident parce que changer de modèle de voiture, utiliser par exemple des composants chinois, même ça peut être des moteurs produits par des entreprises chinoises pour propulser les véhicules russes, ben, ça prend du temps. Il faut redessiner en règle générale la voiture en elle-même. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et qui ne prendra de l'ampleur que dans le cours de cette année et l'année prochaine. C'est pas quelque chose qui va jouer immédiatement. Donc là, les Russes en avaient conscience et commençaient à préparer, mais ils n'ont réellement lancé ce programme
qu'avec la prise des sanctions au mois de mars-avril de l'année dernière. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que les dirigeants russes, alors on parle toujours de Vladimir Poutine, mais il faut comprendre que Vladimir Poutine n'est pas seul gouvernement. Il y a le Conseil de sécurité nationale, Medvedev, il y a le Conseil du renseignement, son chef, il y a, je dirais, une élite politique russe. Bien sûr que Poutine est important, mais il n'est jamais que le minimum interparti. C'est le premier de faire. Il n'a pas, je dirais, ce pouvoir exorbitant qu'on veut bien lui attribuer de temps en temps. Pour dire les choses, Poutine, c'est pas Staline, c'est même pas Khrouchtchev, même pas Brejnev, qui avait un pouvoir beaucoup plus important qu'il ne l'a. Donc, il y a eu au sein de cette élite politique russe la conscience qu'une rupture avec l'Occident était probable. Je ne dis pas qu'elle était souhaitée. Je ne pense pas qu'elle était souhaitée. Et des conversations que j'ai pu avoir avec toute une série de dirigeants russes, y compris avec Vladimir Poutine lui-même, je pense qu'ils ont cherché jusqu'au bout à maintenir les liens avec l'Occident. Mais ils ont considéré qu'il y avait un risque de rupture et ils ont dû considérer en 2021, au début de l'année 2021, que ce risque de rupture devenait extrêmement important. On dit qu'on passait d'une rupture possible à une rupture extrêmement probable. Et de ce point de vue-là, ils ont eu au minimum 1 an à 1 an et demi d'avance sur le raisonnement des hommes politiques occidentaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, maintenant, si on regarde du côté des hommes politiques occidentaux, des dirigeants occidentaux, il y a une profonde, je dirais, interprétation erronée de l'état de la Russie, alors qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, l'usage par les hommes politiques du critère du PIB sans se demander comment ce critère est construit et qu'est-ce qu'il recouvre. Bon, j'ai fait un article dans une revue américaine l'année dernière où j'expliquais que le PIB, c'est bien beau, mais encore faut-il le calculer en parité de pouvoir d'achat si on veut faire des comparaisons un petit peu efficaces, parce que utiliser le PIB au taux de change, ça n'a pas grand intérêt. Bien. Donc il y a ça. Alors, des choses qui étaient connues des spécialistes, mais et en tous les cas pour la France et pour les États-Unis, ça je peux le confirmer, il y a une rupture entre les milieux qui prennent la décision, en France grosso modo le ministre et son cabinet, et le milieu des experts. Il n'y a plus de communication réelle entre le monde des experts et le monde des décideurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bruno Le Maire a fait cette déclaration faitement stupide. C'était évident qu'elle était stupide à l'époque, bon, mais il l'a faite malheureusement de toute bonne foi. Il croyait C'est bien le réellement, pire, c'est bien le voilà, mais, pire. bien sûr, mais parce qu'il n'avait pas le contact avec les experts. En plus, il faut se rappeler que depuis, grosso modo, le début des années 2000, l'adversaire pour les pays occidentaux, c'est soit le monde musulman, soit, et c'est monté en puissance, la Chine pour les États-Unis. D'ailleurs, les différents services avec lesquels j'ai pu travailler dans les années 90 et au début des années 2000 ont vu leur crédit se réduire dans tout ce qui était l'intelligence de la Russie. Et c'est aussi extrêmement important aux États-Unis. Je pense que la réduction des crédits, et je parle de crédit, ça veut dire aussi la réduction du nombre d'experts qui peuvent travailler, ou la substitution de gens qui ne sont que des demi-experts ou des quarts d'experts
à des experts réels, tout simplement parce qu'ils coûtent moins cher à payer, bien, on a eu une réduction de crédit de, de l'ordre de à peu près sur le domaine de la Russie et de l'Eurasie. Donc ça a beaucoup joué dans la perte de compréhension de ce qu'était réellement la Russie. Et puis le troisième point, et ça c'est un point qui est réellement idéologique, c'est le fait que pour les pays occidentaux et pour les États-Unis, euh, admettre, regarder la réalité d'un monde qui se désoccidentalise rapidement, c'est quelque chose d'insupportable. Et quand je dis insupportable, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à le comprendre. Ils disent, oui, bien sûr, vous avez raison sur tel point ou tel point, mais ce sont des pondères. Nous restons le centre du monde, grosso modo. Ben non. Nous ne sommes Ben non. plus le centre du monde depuis. Alors, c'est difficile de donner une date, mais je pense que ce mouvement a commencé à s'amplifier après la crise de 2008-2010. Et moi, je date en fait de 2010-2018, c'est-à-dire le moment où la courbe du PIB de la Chine, en parité de pouvoir d'achat, coupe la courbe du PIB des États-Unis en termes de pouvoir d'achat. Et on voit que non seulement ça s'applique au rapport Chine-États-Unis, mais ça s'applique aussi au rapport entre les 7 et les BRICS. Et on a la même courbe, c'est-à-dire que la part du G7 passe sous la part des BRICS. Alors, pour mesurer l'ampleur de ce changement, il faut quand même rappeler qu'au début des années 90, 30 ans, le G7 faisait grosso modo 55, 50, 60% du PIB mondial. Les pays des BRICS, qui n'étaient pas encore les BRICS, bon, mais si on prend les 5 pays qui les constituent, bah, ils faisaient autour de 20%, probablement un peu moins. Donc, ce changement en temps est rapide à l'échelle historique, hein, et grosso modo, les représentations des acteurs ne se sont pas adaptées. Et donc, aujourd'hui, il reste toute une partie des preneurs de décision, hein, ou des faiseurs de décision, comme on dit en anglais, les decision makers, y compris d'ailleurs dans le privé, qui continuent de croire que l'Occident est le centre du monde et la puissance dominante. Et les gens qui disent non, ce n'est plus vrai. Nous sommes réellement rentrés dans un monde multiple avec tout ce que ça implique de bien, mais aussi soit de moins bien. Hein. Eh bien, ces gens-là ont été très minoritaires dans les années 2010. Et c'est seulement aujourd'hui qu'ils commencent à émerger. Il y a eu récemment un rapport qui a été fait euh, par le ministre de la Défense des États-Unis et qui parle d'un monde tripolaire, États-Unis, Chine, Russie. Donc, c'est, je dirais, une première manière de voir ces choses-là. Moi, j'avais écrit des choses importantes dans mon ouvrage La démondialisation qui a été publié en 2011, qui est republié en 2021 dans une version, je dirais, modernisée et surtout avec un chapitre de plus sur cette désoccidentalisation du monde. Mais j'ai bien vu, en parlant avec des collègues, qui me disaient, oui, mais ah, tu exagères, on n'est pas en là. Comme si ils se refusaient à admettre que le monde occidental, et en particulier l'Europe, n'avait plus le pouvoir
que ce monde occidental avait pu avoir depuis le 19e siècle, et même depuis avant, depuis je dirais la moitié du 18e siècle. Et c'est vrai, ce changement est un changement d'une telle brutalité pour les cerveaux qui n'est pas du tout facile de s'y adapter. Le fait de considérer, par exemple, que non seulement notre pouvoir économique, notre pouvoir politique, mais aussi notre philosophie ou disons notre capacité à mettre en place des idées vont être contestées. Que oui, il peut y avoir une vision asiatique, peut-être africaine, de la démocratie qui ne va pas correspondre nécessairement à notre vision occidentale. Eh bien oui, ça pose un problème de représentation majeur. Et ce problème de représentation qui, à la fin des fins, explique aussi les illusions dans lesquelles se sont complus ces preneurs de décision. J'ajoute un dernier point. Historiquement, les mesures de coercition économique ont rarement été efficaces. Qu'on se rappelle les mesures de la SDN, l'échec de ces mesures au moment de l'agression de l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, par l'Italie en 1935. Mais si on va plus loin, échec de la coercition économique par rapport à Cuba, échec par rapport à l'Iran. Enfin, le nombre d'échecs est tout à fait énorme. Et il y a un seul cas de succès réel, c'est face à la Rhodésie dans les années 70. Mais parce que là, je dirais que la communauté internationale globale, y compris le monde communiste, était d'accord. Euh, c'est ce qui explique que les dirigeants racistes rhodésiens ont été poussés vers la porte et ont dû accepter un transfert du pouvoir, avant même d'ailleurs les dirigeants sud-africains. Mais cet exemple est quasiment le seul que nous avons depuis ainsi que les mesures de coercition économique ont été créées, parce que je rappelle qu'elles sont créées dans le cadre de la SDN, donc en 1920. Donc, on a un siècle de coercition économique et ça n'a jamais marché, sauf quelques exceptions. Donc, il y a aussi quelque chose d'extrêmement difficile pour des responsables politiques à admettre, c'est que l'une des grandes idées qui a structuré la pensée diplomatique au XXe siècle et au début du XXIe, c'est l'idée de dire on peut obtenir des résultats comme à la guerre sans faire la guerre. C'est grosso modo, euh, bien sûr, c'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais on ne va pas étaler cette brutalité qu'est la guerre. Je ne dis pas que les mesures de coercition économique ne soient pas graves. Elles tuent des milliers et des milliers de gens. Hein. On l'a vu à Cuba, en Iran, on En l'a vu au Irak, Venezuela, en rappelons-nous, Irak, on l'a vu au Venezuela. Bon, avec Madame mais Albright qui disait ça valait la peine. Alors, tu as été le premier tout à fait. depuis le déclenchement de l'opération militaire spéciale, comme l'appellent les Russes, à dire, je me rappelle, tu as dit, non, mais attendez, les sanctions, ça ne marche pas, hein, ou ça n'a pas marché, ça n'a jamais vraiment marché. Tout à Donc, fait. et ce qui était amusant, c'est de voir les réactions, c'est-à-dire que tu privais, je parle des gens du parlementaire dont je parlais tout à l'heure, je parle de ces gens qui spontanément sont déstabilisés, souffrent de constater que leur Occident, si présent dans les têtes, culturellement, historiquement, politiquement, est en train de perdre la main, quoi. Ça, c'est quelque chose, mais je le comprends d'ailleurs. J'espère simplement que ça va pas provoquer des réactions graves et des escalades qui pourraient s'avérer tragiques. Alors, concernant la Russie toujours, tu vas me faire un petit plaisir, Jacques. Tu vas voir la question que je vais te poser.
lors de la rencontre Xi-Poutine à Moscou. Alors, il y a la fameuse phrase historique qui sera dans les livres d'histoire, hein, où sur le Oui, perron, Poutine raccompagne Xi et lui dit, naturellement, comme par hasard, il y a l'interprète, comme par hasard, les micros sont ouverts, comme par hasard, les caméras, et il lui dit, hein, nous assistons à un changement qui ne s'est pas produit depuis 100 ans, et ce changement, nous allons le conduire ensemble. Prenez soin de vous, cher ami. Donc, je la connais par cœur parce c'est extraordinaire. On a assisté à cette occasion. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu, ou beaucoup moins, mais que moi j'ai relevé. C'est que Poutine, lorsqu'il a accueilli son hôte et qu'ils ont commencé à discuter, caméra ouverte, il a dit qu'il admirait la Chine pour son économie planifiée, sa méthode d'économie planifiée. Bien, moi j'ai bien entendu ça, hein, donc le vieux jacobin bolchevisé s'est dit tiens, qu'est-ce que ça signifie? Bon, incontestablement, je pense que tu seras d'accord que la Chine est une économie planifiée, hein, mais est-ce que les Russes commencent à loucher vers ce modèle? Parce que la réindustrialisation dont on parle, le virage, hein, le pivot vers l'Asie pour le commerce, ça a été décidé au plus haut niveau. Tu en as parlé tout à fait, tout tout à à l'heure fait. de cette direction. Donc, est-ce que euh, on n'irait pas pour la Russie vers une tentation de cette nature? Et est-ce que ça ne peut pas constituer dans le nouvel ordre la multipolarité qui est en train de se dessiner, où la notion de souveraineté, pas souverainisme, souveraineté est très importante? Est-ce que ça ne va pas éventuellement favoriser l'émergence d'un modèle, je vais presque dire d'un contre-modèle au néolibéralisme occidental? Alors, d'abord, il faut rappeler que oui, la Chine est une économie planifiée, mais ce n'est pas une économie planifiée à la politique. Plus exactement, elle a réussi, et c'est un cas assez rare et qu'il faut souligner, une transition d'une forme de planification à la soviétique qui existait, je dirais, à la fin du maoïsme, hein, à un modèle qui s'apparente à la planification française des années 50. C'est-à-dire que ce qui fonctionne aujourd'hui, on voit bien, la Chine est une économie mixte. Il y a un secteur privé extrêmement dynamique en Chine. euh, et il y a même alors il y a un secteur privé de grandes entreprises, d'entreprises moyennes, de petites entreprises aussi, en particulier dans la ruralité chinoise, ces petites entreprises jouent un rôle extrêmement important. Le secteur public, on a les entreprises qui dépendent de l'État, mais on a aussi des entreprises qui dépendent des provinces, on a des entreprises qui dépendent des municipalités. Donc, il y a je dirais, tout un continuum d'entreprises. Et pour faire fonctionner tout ça, euh, les dirigeants chinois ont eu recours à une forme de planification qui s'est visiblement inspirée de la planification française, qu'ils ont étudiée. Ils ont envoyé plusieurs missions pour aller travailler dans nos archives. J'ai eu l'occasion de parler il y a une vingtaine d'années avec certains de leurs jeunes chercheurs, alors qui veulent faire l'histoire du développement français d'après-guerre. Mais dans ce développement français, évidemment, il regardait beaucoup la planification. Donc, c'est plutôt ce modèle de planification dont on parle. Tu te Alors, rappelles que, je suppose, de ton confrère ou collègue Jacques Marseille, qui était passé au euh, PCF pour ensuite aller de euh, l'autre côté, disait la France, c'est une Union soviétique qui a réussi. Donc je trouvais que bon, c'était lapidaire, hein, euh, comme formule, c'était assez drôle, hein, mais j'ignorais totalement effectivement cet intérêt des Chinois pour la planification française des années 50 qui succédait à la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, hein, où le pays tout était à fait, sorti exsangue. tout à fait, tout à fait. Alors, de ce point de vue-là, la Russie est allée beaucoup plus loin vers le néolibéralisme que la Chine. Il faut le dire. Elle a commencé à donner, je dirais, des
coup de barre pour rectifier la trajectoire qu'à partir des années 2000-2003. Et on voit très bien, il y a un moment qui est important, c'est le moment de l'affaire Yukos. Quand M. Khodorkovsky, le patron de Yukos, est envoyé en prison, bon, pour ce qui relève en réalité de la haute trahison. Bon. Euh, on voit à ce moment-là se développer la notion des priorités présidentielles, qui sont censées structurer une partie de l'économie. Et cette notion de priorité présidentielle, elle s'est développée à partir de la crise financière de 2008-2010. Alors, au début, les Russes se frottent et disent, voilà, les États-Unis sont en crise, on va échapper à ça. Quand j'entends ce discours tenu par le ministre des Finances de l'époque, hein, Alexis Koudrine, je suis horrifié. Et dans un colloque qui se tient début 2008, je contredis Koudrine publiquement. Il est face à moi dans un panel. Bon, et non, monsieur le ministre, vous avez tort. Cette crise financière, du fait de l'imbrication des sphères financières des différents pays avec la sphère financière américaine, va toucher la Russie. Quand des grandes banques américaines vont faire faillite, et ce qui s'est passé avec Lehman Brothers, euh, croire que la Russie peut être isolée est une folie. Et votre notion de havre de stabilité dans cette crise, que serait la Russie, c'est une notion folle. J'ai utilisé ces termes. Bon, ça ne lui a pas fait plaisir. Alors, mais quand ça s'est passé, bah, évidemment, la Russie a été touchée. Et euh, immédiatement, le gouvernement russe, d'abord, pris des mesures correctives, mais c'est dit, on ne peut plus rester dans ce type d'interpénétration avec la finance occidentale. Autrement dit, ils ont commencé à faire évoluer leur notion d'une notion d'un monde globalisé, c'est-à-dire où tout le monde utilise les mêmes règles, à un monde connecté, c'est-à-dire où on va chercher à passer avec tout le monde, mais plus globalisé. Autrement dit, oui, nous sommes connectés, mais nous utilisons nos propres règles, qui ne sont pas nécessairement les règles des États-Unis, pas nécessairement les règles de l'Union européenne, etc. Donc ça a été déjà un premier leçon. Et on a vu, à partir des années 2015-2016, se développer l'idée, alors de plans sectoriels. Donc il y a eu un plan pour la substitution aux importations, jusqu'à une mesure qui était passée un petit peu sous les radars, c'est un oukase présidentiel qui a été pris en octobre 2021 et qui appelle à une forme de planification à travers la concentration de l'information économique dans les mains du gouvernement. Alors, concentration au sens de ça doit remonter vers le gouvernement. Après, vous pouvez utiliser vos informations comme vous voulez, mais il faut que, de toutes les manières, elles entrent dans la sphère gouvernementale à un moment donné. Et j'ai un de mes collègues, l'économiste Alexandre Dinkin, qui dirige l'Institut des relations internationales, le fameux IMEMO, qui a fait un article extrêmement intéressant où, à partir de là, il développe l'idée d'une nécessaire planification. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de grande loi établissant l'équivalent du commissariat général au plan, mais on voit qu'il y a une addition de lois sectorielles qui sont en train de construire effectivement cette planification, une planification. Alors, j'aime le terme indicatif parce que ça fait oublier que dans la planification française, il y a eu pas mal de coercitifs en réalité. Bien sûr, pas du coercitif au mode soviétique, mais il y a eu aussi plus que de l'indicatif. Mais c'est bien vers ça, effectivement, que je dirais,
se tourne la Russie. Et d'ailleurs, le fait que au mois de janvier de cette année, un grand hebdomadaire russe, qui est l'hebdomadaire de référence pour les questions économiques et politiques, c'est Expert, m'a demandé un article sur ce que pouvait apprendre le modèle français à la vie, m'a semblé aussi assez significatif. Alors, mon cher Jacques, je vais me faire un petit plaisir, moi. Je vais me faire un petit plaisir. Mhm. C'est-à-dire que de considérer le monde, l'avancée du monde se fait par la contradiction. On est hegelien, on est resté en partie marxiste, mais j'aimerais bien que la contradiction principale de l'affrontement Mhm. nord-sud, appelons-le comme ça aujourd'hui, hein, Occident contre le reste du monde, ou que sais-je, soit la contradiction principale soit peut-être l'épuisement d'une part, du modèle néolibéral dans lequel l'Occident s'est complètement enfoncé avec ses perversions et ses risques systémiques considérables, et le reste du monde qui, au-delà du caractère désagréable, sinon insupportable pour certains, de l'hégémon américain, qui a fait tout ce qu'il fallait pour se faire détester depuis 30 ans, que la contradiction principale soit celle-là, c'est-à-dire que ce qui est en train de se produire fasse peut-être émerger un autre modèle, alors un autre modèle économique, hein, peut-être. J'ai bien dit pour me faire plaisir, mon cher Jacques. Hein. Je suis en train de peindre la réalité sous des couleurs qui me vont. Et alors, bien évidemment, il y aura la définition de nouvelles règles, de nouveaux modes de régulation institutionnelle, etc. Ce ne sera pas l'ordre international selon les règles, sûrement pas. Ce ne sera pas non plus l'ancien système né de la Deuxième Guerre mondiale, mais ayant commencé avant. Tu parlais de la SDN tout à l'heure, Mhm. du droit international qui existe, qui a déjà des acquis, mais qui a besoin probablement d'être rénové, en tout cas ces institutions. Hein, il faut probablement les libérer de la pesanteur de l'hégémon, justement. Voilà, que l'impasse dans laquelle semble se trouver le modèle néolibéral. Et justement, ça m'amène à la question concernant l'Union européenne, euh, qui ne semblait pas être dans une grande forme. Et quand on entend, alors bon, la France désindustrialisée, on le sait, en crise politique lourde, en crise institutionnelle très sévère, à mon avis, mais on apprend que l'Allemagne est rentrée en récession. Donc, c'est-à-dire la Oui. locomotive de l'Union européenne est entrée en récession. Alors, si on voit les choses de façon sommaire, en particulier le tarissement de l'accès à une énergie bon marché, ce n'est pas nécessairement une surprise. Mais la vraie question, c'est où est-ce que cela nous emmène? Est-ce que cela nous emmène à la crise économique grave et à la crise sociale qui ne manquerait pas d'en être la conséquence? Et alors là, ça c'est, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est la question, est-ce que les Russes ne comptent pas là-dessus, justement? Eux aussi, euh, voilà, c'était ma question sur Oui. l'Europe. Où allons-nous? Alors, tout d'abord, une chose, il est clair que le modèle néolibéral tel qu'il a été rêvé en 1991-1992, c'est-à-dire d'un monde dont le politique serait exclu et dont seules des règles économiques, euh, d'une certaine manière, décideraient, le monde est mort. Et tu as eu tout à fait raison de le dire, on est en train de revenir massivement à la souveraineté des nations. Alors, chose d'ailleurs que j'avais dit dans un livre en 2008, hein, mais là, c'est très clair, on est en train de revenir à la souveraineté des nations, bien sûr, hors du monde occidental, mais aussi du monde occidental. Alors après, le problème, c'est pour des raisons structurelles, euh, idéologiques, mais vraiment structurelles, au sens où, si on commence à toucher à cette idéologie, c'est l'Union européenne se défait. Eh oui. L'Union européenne résiste face à cette évolution. L'Union européenne continue de vivre dans ce mythe néolibéral et va chercher
à le faire vivre le plus longtemps possible. Alors, face à un non-Occident, alors je sais que les Russes aiment bien la formulation le Sud global. Bon, plus que le Sud, je ne pense pas qu'on puisse la Chine dans les du Sud, hein. La Chine est devenue aujourd'hui une superpuissance au niveau international. Il ne faut pas rigoler. Bon. Euh, mais face à l'évolution des pays non occidentaux, face à l'évolution de certains pays occidentaux, et il y a un pays qui est en train de le comprendre, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis sont en train de tout faire pour que se rapprenne aux États-Unis une partie de la production. Bon, combien de temps l'Union européenne arrivera à tenir sur ce rêve? Je ne sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans au plus. Mais le problème, c'est que elle ne sera pas capable, à mon avis, de dire en collectif, hein, bon, l'idée sur laquelle nous avions construit l'Union européenne ne fonctionne plus, ne peut plus fonctionner pour des raisons tant internes qu'externes. Nous devons imaginer une autre idée. Ça serait évidemment la meilleure hypothèse, mais elle ne se fera pas. Elle ne se fera pas parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui allés trop loin dans cette théologie du néolibéralisme pour pouvoir espérer faire marche arrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un nombre grandissant de pays vont dire, ah non, nous avons nos intérêts et l'Union européenne, d'une certaine manière, est secondaire par rapport à nos intérêts. C'est le discours qui est tenu en Hongrie, c'est le discours qui est tenu en Pologne, en réalité, qui commence à être tenu en Autriche, et je suis persuadé que ça va faire tache d'huile. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? À court terme, l'Union européenne a gagné 6 à 9 mois en dépensant environ 8 milliards d'euros pour le soutien aux entreprises et aux ménages face au coût de l'énergie. Si on fait l'addition des plans, ce n'est pas un chiffre que j'ai tiré de mon chapeau, c'est l'Institut pas dans tes Bruegel. habitudes, hein. Voilà, c'est l'Institut Bruegel qui a fait ce calcul et qui est arrivé, grosso modo, à un chiffre de 798 milliards d'euros, plus que ce qui est dépensé par rapport à la crise Covid. Alors, oui, ça a retardé l'impact de la crise sur l'Union européenne. Grosso modo, cette crise aurait dû survenir à l'automne 2022. Elle va probablement se généralise à l'été 2023. Qu'est-ce qui va être touché? Bien entendu, en premier lieu, les industries les plus grosses consommatrices en énergie qui vont se délocaliser vers les États-Unis. Mais pas seulement, parce que la hausse d'inflation, qui est largement due aux problèmes énergétiques, parce que ce n'est pas que les prix de l'énergie. Quand les prix de l'énergie augmentent, il n'y a pas que l'énergie que nous consommons pour se chauffer, bon, mais pour avoir de l'eau, il faut de l'énergie. Pour avoir du plastique, il faut de l'énergie. Pour avoir l'ensemble des produits que nous consommons, il faut de l'énergie. Donc, il y a évidemment un aspect direct dans cette hausse des prix de l'énergie, mais il y a aussi un aspect indirect. Et ça a évidemment eu des conséquences importantes sur le niveau de vie des gens. On voit que la consommation en France baisse, en particulier la consommation alimentaire, parce que les autres consommations sont très contraintes et difficiles pour les ménages de revenir en arrière. Par exemple, quand tu as acheté une voiture, c'est difficile de dire non, je ne vais plus payer les traites. Tu perds ta voiture. Donc, tu es obligé même chose pour un appartement. Donc, il y a des consommations qui sont contraintes. Donc, c'est évidemment sur les consommations non contraintes comme l'alimentaire se porte le choc le plus important, mais globalement, c'est toute la consommation qui va reculer, et avec ce recul de la consommation, il va y avoir un recul de la production.
puisque les producteurs ne trouveront plus leur marché intérieur et auront de plus en plus de mal sur le marché extérieur parce que toute une série de pays sont en train de mettre en place une forme de protectionnisme, alors soit ouverte, soit discrète. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme non tarifaire, le protectionnisme par les normes de sécurité. Voilà, tel pays va dire, ah ben non, vos produits ne sont plus à nos normes de sécurité et chacun a le droit de trouver de sécurité les avantageuses pour sa population. Donc, ça va être ça. Et donc, je pense que, grosso modo, l'économie européenne va rentrer en crise dans la deuxième moitié de l'année 2023. Alors, ça ne se verra peut-être pas encore directement sur les chiffres de 2023, parce que les chiffres de 2023 vont bénéficier d'un relativement bon premier trimestre et d'un deuxième trimestre qui sera encore passable, mais ça sera plutôt au troisième et au quatrième trimestre qu'on va voir ce mouvement. Et on commence d'ailleurs déjà à le voir dans le cas français, avec le nombre de faillites d'entreprises qui est monté tellement, y compris d'ailleurs les startups. Euh, toute partie de l'économie que chérissait beaucoup le président de la République est aujourd'hui touchée directement par la crise économique. Après, on a l'action de la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne dit il faut contrôler l'inflation. C'est vrai. Alors, là, sur le déclaratif, j'ai aucun problème avec ce que dit Madame Christine Lagarde. Mais elle dit on va contrôler l'inflation en remontant les taux. Or, cette inflation n'est pas d'origine monétaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, cette inflation, c'est le produit, tout l'argent qui est distribué lors de la crise Covid. Non, l'argent qui a été distribué lors de la crise Covid, il a été dépensé. Il n'y a plus de surplomb monétaire aujourd'hui. Et en fait, quand on regarde bien, c'est une inflation qui n'est pas tirée par la demande, puisque la demande est baisse. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'inflation, mais qui est tirée qui est poussée par les coûts. Et là, on revient à la question de l'énergie. Donc, autant je suis d'accord avec le programme de la Banque centrale européenne, il faut faire baisser l'inflation parce qu'autrement, le niveau de vie de la population va beaucoup trop souffrir. Oui, ils ont entièrement raison. Mais la méthode qu'ils utilisent est la plus mauvaise. Elle va en fait à l'encontre. Parce que, à la fois, la hausse des taux ne va pas faire baisser l'inflation, mais elle va renchérir les emprunts, donc elle va aggraver le phénomène de consommation contrainte et elle va réduire les capacités d'investissement. C'est d'ailleurs ce qu'on commence à voir. Il y a beaucoup de startups qui aujourd'hui font faillite parce qu'elles n'arrivent plus à financer. Donc, je suis persuadé que la crise va se développer dans l'Union européenne au deuxième semestre de 2023 et elle va atteindre probablement son pic au début de 2024. Bon, alors après, je ne peux pas prévoir quelles seront les mesures d'ajustement qui seront prises, mais c'est globalement la trajectoire sur laquelle nous sommes. La question, est-ce que les Russes escomptent une crise économique générale? Alors, oui, d'une manière globale, c'est clair Ou au que, moins notre affaiblissement. voilà, un affaiblissement économique joue dans le main. Maintenant, est-ce qu'ils croient vraiment dans cette crise ou est-ce qu'ils n'attendent pas plutôt de voir quels seront les chiffres que l'on aura pour commencer à bouger de ce côté-là? Moi, je pense qu'ils sont très prudents. Je pense qu'ils sont très prudents euh, et tel que je vois la manière dont les dirigeants russes agissent, tendance à dire, bon, oui, c'est une possibilité qui nous arrangerait, c'est clair, mais ce n'est qu'une possibilité. Donc, on va faire comme si ça ne devait pas avoir lieu. Et si ça a lieu en plus, bah, très bien, on en profitera.
Alors bon, parce qu'il pourrait peut-être y avoir des changements politiques où il pourrait spéculer là-dessus. Alors, Mhm. moi, je voudrais qu'on parle un petit peu, mon cher Jacques, je voudrais qu'on parle un petit peu, donc, d'une autre de tes spécialités. Hein, je cite souvent ton bouquin sur le chef-d'œuvre de Vassilevski en août Mhm. 44, avec la fameuse 45. offensive en Mandchourie, dont on dit beaucoup, alors après, bon, les historiens ne sont pas tous d'accord, que c'est la raison principale qui a poussé le Japon à la capitulation, ce qui était pour les Japonais un acte colossal. Hein. Et Mhm. donc, bon, alors les bombes atomiques, oui, non, et bon, je pense que dans les débats, d'ailleurs, c'est toujours comme ça en histoire. En histoire, je crois que c'était Marc Bloch qui disait quand on fait l'histoire, on en raconte plus sur les hommes qui la font que sur leur père. C'est-à-dire que dans le débat qui a lieu sur les causes les véritables de la capitulation japonaise, les anti-américains disent c'était l'offensive Vassilevski qui était majeure et les pro-américains disent non, non, c'était les bombes atomiques qui ont fini quand même par intimider les Japonais. Bon, moi je tranche pas dans ce débat, mais donc, je sais que tu as un goût pour cette matière, j'ai pu le constater. Alors, la question que je me pose, tout à l'heure, tu disais, euh, sur les suites de cette guerre. Tout à l'heure, tu disais, ben, la Russie est un pays gouverné. C'est pas un satrape tout en haut. Hein, et Mhm. tu faisais la comparaison entre les pouvoirs des dirigeants soviétiques et de Vladimir Poutine en disant que il avait moins de pouvoir qu'eux. Bien, il en a quand même pas mal. On avait fait une émission avec Jean-Robert Ravio, Mhm. tu sais, le prof de Nanterre, Oui. hein, et qui avait donc nous avait bien expliqué les institutions. Effectivement, c'est un système qui est relativement centralisé. Il y a une petite dimension gaulliste empire, je dirais, quand en ce qui concerne Mhm. une forme de verticalité. Bon, toujours est-il que moi, j'ai entendu dire qu'il y avait 4 grands dirigeants qui tenaient la boutique, hein, pour parler familièrement, en Russie. C'était donc Poutine, Medvedev. Alors, je confonds Patrouchev, je confonds comment dire, responsabilités respectives, vice-président du Conseil de sécurité. Enfin, bon, et puis Narishkin, qui est le patron du SVR, c'est-à-dire le service de l'espionnage, et que par conséquent, il fallait écouter ce que disaient ces gens-là. Alors, Poutine, ça, bien évidemment, il faut l'écouter soigneusement. Il faut l'écouter soigneusement parce que toutes les paroles sont pesées, et donc, on en apprend beaucoup en l'écoutant. Medvedev, c'est un petit peu différent. Medvedev, c'est le bad cop, hein, c'est le méchant flic, hein, qui dit des horreurs, mais en même temps, quand on regarde, d'abord, personne ne le contredit, hein, et quand on regarde, il y a quand même pas mal d'éléments. Et alors, moi, il y a une déclaration qui m'a quand même frappé quand il dit, voilà, l'escalade, la fourniture d'armes, de missiles qui peuvent aller très loin sur notre territoire, c'est tout un raisonnement. Et il dit, ça va nous obliger à aller jusqu'aux frontières polonaises. Bien. Donc, moi, je veux bien. Tu parlais tout à l'heure du problème de la main-d'œuvre. Ils ne peuvent pas le faire avec le corps expéditionnaire actuel, ça, c'est pas vrai. Il leur faut 2 millions d'hommes, hein, Oui. et ça veut dire qu'il faut prendre dans la main-d'œuvre, au travail, euh, il faut prendre ces 2 millions et ce ne sont pas des simples soldats qu'on va prendre. Hein. Compte tenu de ce qu'est devenu la guerre, ultra technologique, ultra technique, il va falloir, donc il y a un vrai problème. Et quand on dit 2 millions, il y a ceux capables de faire l'offensive, d'avancer, les troupes de première ligne, mais derrière, il y a tout un tas de choses, de logistique et de maintien de l'ordre, parce que l'Ouest ukrainien sera toujours Oui. carrément hostile, comme il l'était après la Deuxième Guerre mondiale, où la guérilla s'est arrêtée au début des années 50. Hein, et Mhm. Bandera a été exécuté en 1960, dans mon souvenir. Hein. Donc, bon, le KGB, ou non, c'était encore le NKVD, était très Oui, rancunier, mais oui. enfin, bon, ils ont passé un peu de temps. Donc, la question que je me pose, euh, par rapport justement à cette situation que tu viens de nous décrire, euh, quelles peuvent être les intentions russes? Parce qu'ils sont pénibles, les Russes. Depuis le début, oui, Poutine veut ceci, oui, les Russes veulent cela. Mon vieux Maskirovska, on ne sait pas.
Hein. Et donc, comme Michel Goya disait, le plan russe a échoué, bah, tu le connaissais, mais tu es bien le seul. Hein. Donc, c'est totalement centralisé, et rien ne fuit, alors que il est tout à fait possible, avec le fait que ce sont des Slaves, les Ukrainiens, qu'ils ont été soviétiques, que leur armée a été, certes formée par l'OTAN depuis 2014, mais elle a été soviétique aussi. Ce ne serait pas surprenant que les Russes disposent de relais, hein, dans les appareils politiques et militaires ukrainiens. Donc, qu'est-ce que peuvent, dans cette guerre, moi je considère que on parle beaucoup de guerre par procuration, que les Américains mènent, hein, le proxy étant les Ukrainiens, on fait tuer les Ukrainiens. Lindsey Graham, le sénateur, avait dit, oh, ben, il y a des Ukrainiens qui meurent, on s'en fiche. Il a dit ça. Alors après, ça a disparu. Et après, il a dit, c'est un investissement formidable, on tue des Russes. Bon, mais les Russes mènent aussi une guerre par procuration. Ils mènent aussi pour le compte du Sud global. Je pense que beaucoup des pays du Sud global ne sont pas mécontents que ce soit les Russes qui se tapent le boulot, hein, et qui ont finalement fait sauter le bouchon, hein, et provoqué un phénomène et une accélération de l'histoire. Donc, dans ce cadre-là, euh, comment est-ce qu'on peut envisager? Alors tout ça, c'est de la prospective, hein, je sais bien, tout ça, on va pas faire de paris, on va pas insulter l'avenir, il faut être extrêmement prudent, mais les Russes ont adopté, avec l'arrivée de Surovikin, une stratégie. Hein. Il y a eu la prise de Bakhmout qui a été une guerre d'attrition défensive. Il y a eu, aujourd'hui, là, ils sont confrontés à une contre-offensive, mais qui a l'air quand même de manquer complètement de moyens. Ils ont une infériorité d'artillerie. Ils ont pas de couverture aérienne. On peut pas réussir une offensive si on n'a pas ça. Hein. Donc, quant à la supériorité de l'artillerie, c'est colossal, quoi. C'est de 1 à 10 le rapport. Donc, mais les Russes ne peuvent pas se permettre. Alors ça, tu es bien mieux placé que moi pour le savoir. Peuvent pas se permettre de se lancer dans un conflit d'envergure avec, en alignant 2 millions d'hommes, en faisant une vraie mobilisation. Alors on raconte que les pantalonnades de Prigojine serviraient à inquiéter l'opinion publique pour qu'elle se dise oui, il faut y aller, il faut taper. Donc voilà, c'était des questions que je me posais sur ce qu'on pouvait imaginer des intentions russes. Bon, je pense que pour l'instant, l'intention des Russes, c'est toujours, et ce, je pense que c'est en fait une victoire pour les Ukrainiens. C'est toujours, d'une certaine manière, d'obtenir une ligne de cessez-le-feu qui soit un petit peu plus à l'ouest que la ligne des combats actuels, mais pas tellement plus. Même la question d'Odessa me semble encore discutable au sein de la direction russe. Euh, Ce qui veut dire que survivrait une Ukraine indépendante. Et je le rappelle, c'est bien stratégiquement une victoire pour les Ukrainiens. Il n'était pas du tout dit que l'Ukraine survive. Même si cette Ukraine indépendante devra, si elle se matérialise, accepter certaines des conditions des Russes, comme non-adhésion à l'OTAN, comme non-acquisition de matériel performant pour son armée, etc. Bah, grosso modo, le modèle de la Finlande lors du traité de paix en 1948. Hein. Bon, mais en fait, la Finlande a bien fonctionné comme pays non soviétique, non soviétisé, indépendant. Bon. Bon, je pense que c'est pour l'instant, ça reste d'une certaine manière l'option qui est privilégiée par les Russes. Mais c'est vrai que les dirigeants russes, dans lesquels j'ajouterai Mishustin, le Premier ministre, qui a un remarquable lot d'organisation de l'économie. Euh, le gars, il est vraiment remarquable. Shoigu, le ministre de la Défense, qui n'est pas quelqu'un à négliger non plus. Je pense que les Russes sont aujourd'hui de plus en plus inquiets de la tendance des gens de l'OTAN à vouloir venir directement. Pour l'instant, ils interviennent indirectement,
travers des livraisons d'armes massives, à travers le partage du renseignement, bon, ce qui est de fait euh, une forme de guerre hein, contre la Russie. Quand tu partages du renseignement avec le combattant, tu te mets directement du côté du combattant. C'est pas, ça va plus loin que la fourniture d'armes et de munitions. Vu là, donc il se pose un vrai problème. Et je pense que si l'OTAN faisait la bêtise, à mon avis, d'envoyer des troupes, même sous une forme de couverture, en disant non, non c'est pas des troupes d'OTAN, ce sont des volontaires. Excuse-moi, je t'interromps une seconde, Jacques. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'a dit Rasmussen, qui était le Oui, prédécesseur de Stoltenberg. oui, oui, Il a dit il faut faire une coalition de volontaires en Pologne. tout à fait, tout à fait. Bon. Je pense que si c'est ça, là, effectivement, la Russie peut dire non, là, c'est la guerre totale et elle pourrait mobiliser. Bon, pour l'instant, on voit que la direction russe essaye de continuer à maintenir cette guerre à un niveau minimal. Parce qu'en fait, ils font la guerre à l'économie. Ah Il n'y oui, a que 200 000 à 300 000 hommes engagés. C'est peu par rapport aux 1 million de dans l'armée russe. 1,4 million, 1,1 million. Si on compte les rappelés, les réservistes qui ont été rappelés en septembre dernier, bon, donc on reste encore à un niveau relativement faible et on sent bien que la Russie fait des efforts pour limiter le degré de violence, même si absolument. ça peut être insemblable pour des gens qui n'ont pas idée de qu'est la violence militaire. Et ils continuent de faire un effort de limitation de violence. Évidemment, une décision de mobilisation générale aurait des conséquences énormes. Conséquences économiques, d'abord. Alors là, pour le coup, le choc sur la production russe serait massif, hein, de l'ordre de 6 à 7 mais aussi des conséquences humaines. Alors, il est clair aujourd'hui qu'il y a deux tendances au sein de l'opinion publique russe qui existent. Il y a une tendance qui consiste à, OK, vous menez cette guerre en Ukraine, il n'y a pas grand monde qui, quand tu leur parles, utilise le vocable d'opération militaire spéciale. Tout le monde sait que c'est une guerre, en réalité, qui est menée. Bon. Bon, vous la menez à minima et vous nous laissez vivre. Donc, vous touchez le possible. Et puis, il y a une autre partie de l'opinion qui dit non, 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 c'est beaucoup plus grave que ça. Il va falloir qu'on tape beaucoup plus fort. Mais il faudrait un acte de la part de l'OTAN qui soit un acte tellement symbolique pour pouvoir justifier ce basculement vers une totale. Pour l'instant, il me semble être très peu probable. Je sais, il y a effectivement la déclaration de Rasmussen. Je pense que c'est une déclaration qu'il a fait tout seul dans son coin. Ça ne correspond pas à moi ce que je sens et ce que je peux vérifier à travers des lectures des positions américaines. Pour une raison très simple. Les États-Unis ont compris que, euh, en fait, la Russie se bat pour la Chine. Faut le dire. C'est pas que la Russie ait voulu se battre pour la Chine, de fait, de facto. Parce Pourquoi? que la guerre Parce, par proxy de son côté. voilà, parce que la Russie a épuisé les moyens militaires de l'OTAN. Il faut savoir que les forces de l'OTAN sont actuellement à l'os. France, Allemagne, Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, là, pour 2 heures de combat à haute intensité en Oui, termes c'est de ça. munitions. 20, bon, Et nous, bon, 8 tant jours pis. de munitions. Voilà, divise par 2 au minimum. Euh, donc voilà, on est à l'os. Et il y a le problème de Taïwan. Donc, les Chinois font le calcul suivant. Plus longtemps les Russes battent et infligent des coups importants à l'OTAN, mieux c'est pour nous.
Nous, on n'est pas engagé dans la guerre. Enfin, pas ouvertement. Ils s'engagent de plus en plus, en réalité. Mais ils disent, voilà, nous, ouvertement, on n'est pas dans la guerre. Et nous, ce qu'on regarde, c'est Taïwan. Ça, les Américains prennent. Or, les États-Unis, Taïwan est un enjeu beaucoup plus important que l'Ukraine. Parce que Taïwan, c'est 40% des puces importées aux États-Unis. Donc, il y a désormais une position qui est en train de se constituer au sein euh, du gouvernement américain, en tous les cas au sein du Pentagone, qui est de dire, messieurs les Ukrainiens, on vous a donné tout ce qu'on pouvait vous donner. Si maintenant votre contre-offensive ne fonctionne pas, vous n'aurez rien de plus. Et donc, il faudra négocier. Alors, je crois que c'est euh, la pression qu'il y a eu pour cette offensive, contre-offensive arlésienne, quoi. Il y avait un côté, puis moi, ça me choque Hum, beaucoup d'avoir entendu les va-t-en-guerre de plateau chez nous, parce hum. qu'ils se font tuer, les gars, hein. Oui, bien Ils y sûr. vont, hein, ils y vont Ils y d'abord, vont. ils se battent courageusement, qu'on le veuille ou non, et c'est assez abject. Alors, on voit des vidéos épouvantables. À chaque fois, je me dis, mais je pense naturellement à BHL, à d'autres, à Glucksmann, mais il faudra les juger, ces gens-là. Hein? Je trouve que BHL, il a un lourd palmarès, hein. Les Libyens s'en rappellent, Ouais, les ouais. Syriens s'en Hum, rappellent, donc les Irakiens s'en rappellent. Donc, ce problème, on les a poussés à cette contre-offensive. Je ne sais pas ce qu'elle va donner, mais le rapport de force, les éléments militaires classiques. Alors, j'ai entendu dire, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, que finalement, les Russes étaient revenus à un mode d'organisation soviétique, c'est-à-dire bataillon, régiment, brigade, division, armée, hein, et plus les fameux BTG. Je ne sais pas si c'est vrai, hum. hein, donc Non, 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 donc non, non, alors bon, non, 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 non. ça Hum, relève c'est un peu anecdotique, on ne sait pas comment hum, ils opèrent, hum, hein, si ce n'est que hum. cette guerre, elle est nouvelle, hein, quand même, avec le renseignement, l'ISR, les satellites et puis les drones, enfin, et surtout, le fait que la guerre en terrain découverte est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire que, je veux dire, la Blitzkrieg, n'en parlons pas, mais les offensives grandes flèches, comme les prédisait souvent Doug McGregor, ben, aujourd'hui, c'est extrêmement risqué parce que on se fait facilement hacher. Alors surtout les pauvres Ukrainiens qui n'ont pas de couverture aérienne et qui ont une artillerie largement insuffisante. Mais quand tu disais que les Russes pourraient se contenter de ce qu'ils ont avec des ajustements, puisqu'elles sont désormais incorporées à la Fédération de Russie, Hum. ils sont incorporés, ces territoires, mais le problème, c'est la garantie ensuite de ce que va être l'Ukraine. C'est-à-dire que la solution à la coréenne dont on nous parle, oui, effectivement, il y aurait une zone démilitarisée, mais ce qui resterait de l'Ukraine croupion, entre guillemets, hein, se précipiterait dans les bras de l'OTAN, dans les bras de l'UE, et le problème serait identique pour les Russes d'avoir comment dire, leur adversaire à leur porte. Donc, ce qui est la raison de ce conflit. Donc, euh, seule une Ukraine abandonnée par l'Occident, hein, ce que tu as l'air de pointer, toi, en disant on vous a aidé jusqu'à présent, maintenant on ne peut plus, hein, mais il faut qu'on s'occupe de l'Asie. Mais je vois mal comment les Russes pourraient se contenter effectivement d'une espèce de gel à la coréenne ou à la chypriote, ou, parce que le problème pour eux, le problème stratégique resterait entier. Alors, il faut savoir que si on a simplement un cessez-le-feu, l'Ukraine, techniquement, ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Bien sûr, son armée peut être aidée par les pays de l'OTAN, mais elle ne peut pas rentrer dans l'OTAN parce qu'elle est un pays en guerre. Et par ailleurs, il y aura toujours une très grande incertitude, ce qui découragera les investissements occidentaux en Ukraine. Donc, je pense que le plus probable, c'est que s'il y a un cessez-le-feu, on met tout choses sur la table euh, pour un traité de paix. Ce traité de paix va avoir comme clause neutralité d'Ukraine, accords commerciaux symétriques vis-à-vis de l'Union européenne et de la Russie.
et limitation des armements qui seront disponibles pour l'Ukraine sur le modèle du traité de 48 avec la Finlande. Bon. Peut-être Paris. Je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent autour de ça, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Russie. Bon. Est-ce que ça sera possible? Puis, il y a toujours une possibilité, c'est que à la suite d'un échec de cette contre-offensive, l'armée ukrainienne commence à s'effondrer. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Donc ça, on n'en sait rien. Ce que l'on peut dire, je crois que c'est la seule chose qui est vraiment importante, c'est que Vladimir Poutine et les dirigeants russes feront tout ce qui est dans leur pouvoir maintenir la guerre à un niveau de conflictualité relativement faible. Et de ce point de vue-là, ils peuvent compter sur les Américains maintenant, qui partagent cette opinion. Cette guerre doit être maintenue à un niveau de conflictualité relativement faible. Bien. S'il y a un dérapage, et il faut que le dérapage soit massif pour provoquer une mobilisation générale en Russie, ce dérapage impliquerait soit un changement radical dans la position américaine, soit une autonomisation des pays de l'OTAN par rapport aux États-Unis, ce qui est quasiment impossible à l'heure actuelle. Bon. On a toujours l'idée, le gouvernement polonais envoyant son armée au soutien de l'Ukraine en cas d'effondrement de l'armée ukrainienne. Les Américains peuvent dire, messieurs, vous faites ça sans le couvert de l'OTAN, sans l'accord de l'OTAN. Si vous vous prenez des coups, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Voilà. On n'est plus aujourd'hui dans cette logique-là. Et le fait que des dirigeants de l'armée américaine aient dit explicitement, nous avons donné tout ce qu'on pouvait donner aux Ukrainiens. C'est à eux maintenant de faire le boulot. Et si ils n'y arrivent pas, ils n'auront rien de plus. Bon. Ah, on voit déjà que se dessine, alors sur les prochains mois, un champ des possibles qui serait un abandon progressif de l'Ukraine et qui obligera les dirigeants ukrainiens, quels qu'ils soient, que ce soit Zelensky ou que ce soit son successeur, ça, j'en sais rien, qui obligera les gens ukrainiens à négocier. Alors, voilà. Je vais en profiter, tu as parlé de la Pologne, oui. Donc... Attends. Là, je ne peux plus. Ça fait déjà 1h30, il faut que je passe à une autre personne qui devait m'interviewer. Écoute, c'est déjà beaucoup, Merci. Je voulais dire du mal de la Pologne. En prenant la fameuse citation de Marx dans une lettre à Engels qui disait « Dans l'histoire, les Polonais ont toujours fait des choses complètement, ont toujours fait courageusement des choses complètement stupides. Quand on voit ce qu'ils ont fait au XXe siècle, les malheureux, il faut dire qu'ils sont tellement mal placés, les pauvres. Et là, ils sont excités comme tout, ils sont capables de faire des bêtises. Espérons que non. Merci infiniment, Jacques. Merci infiniment de ce tour d'horizon exhaustif qui nous montre que nous sommes dans un monde qui change. Voilà. Eh bien, écoute, à très bientôt. Absolument. Merci beaucoup. Salut. Salut.